Dis donc Christelle, tu sais la maladie dont tu me parles tout le temps, là, tu sais la maladie de... Ah oui, la maladie de Verneuil. Oui, c'est ça, la maladie de Verneuil. Tu peux me expliquer, s'il te plaît, parce que franchement, je comprends rien. Bah écoute, en fait, c'est pas sorcier. La maladie de Verneuil, c'est une maladie inflammatoire chronique et récidivante qui touche la peau et les glandes sudoripares apocrines. Attends, quoi? Les glandes quoi? Oui, excuse-moi. Donc plus simplement, ce sont les glandes qui sont responsables de l'odeur de la transpiration. Ah d'accord, c'est déjà mieux. Mais alors, c'est quoi le problème avec ces glandes sudoripares ou machin? Les glandes sudoripares, ah ben viens, je vais t'expliquer. Alors, pour comprendre la maladie de Verneuil, on va partir du mot savant de cette maladie. Ça s'appelle aussi hydrosadénite. D'accord. Donc, je te dis toujours l'importance des mots, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le prendre ce mot et on va le décortiquer. D'accord? Donc, hydrose, je t'ai mis des petits papiers, ça veut dire... Sueur. Ouais, voilà, c'est ça. Adèle, ça veut dire... La glande. Voilà. Et it, Du coup, l'inflammation. voilà. Donc, tout simplement, la maladie de Verneuil, c'est une inflammation de la glande de la sueur. D'accord. C'est vrai que c'est plus clair comme ça, mais alors concrètement le mécanisme de la maladie de Verneuil. Alors le mécanisme, on le voit ici. Tu vois ici, c'est un schéma de la peau avec ses différentes couches et là tu as le poil. D'accord. Donc le poil, il va se boucher et ça va créer une inflammation de la peau et de la glande sudoripare. D'accord, mais alors pourquoi il se bouge ce poil? Et bien là, on va le voir sur ce tableau. Donc comme tu peux le voir ici, tout simplement, tu as des individus qui sont génétiquement prédisposés. Ils n'ont pas de chance, d'accord? C'est tombé comme ça. Ensuite, tu as plusieurs facteurs favorisants. Tu as les hormones, le tabac, le surpoids, les bactéries commensales. Attends, les bactéries quoi? Les bactéries commensales, c'est juste les bactéries qui sont présentes naturellement sur la peau. D'accord. Et ensuite, on a les frictions mécaniques. Donc ça, c'est quand on va marcher que ça va frotter. L'inflammation et l'immunité. D'accord, donc en fait finalement ça peut toucher plus certaines personnes que d'autres. Oui, alors il faut savoir que ça touche déjà 1% de la population. C'est-à-dire que quand il y a une soirée qui a 100 personnes, il y a forcément une des personnes qui est atteinte de la maladie de Verneuil. Ah oui, quand même. Oui, ça représente déjà pas mal de monde. Ensuite, ça touche plus les femmes que les hommes. Bah voyons. Et il y a un âge à partir duquel se développe cette maladie? Oui, ça se déclenche après la puberté, donc environ vers 15-20 ans, et ça se calme en post-ménopause. D'accord, et vous, visuellement, vous arrivez à la repérer, cette maladie? Alors, une chose très simple, et ça, il faut vraiment faire passer le message. Si tu as quelqu'un de ton entourage qui te dit « j'ai des abcès à répétition dans les plis », il faut penser maladie de Verneuil. Voilà, tu vois, tu as tout compris. Maintenant, je vais te montrer médicalement comment on reconnaît la maladie de Verneuil. Et pour ça, j'imagine que vous avez peut-être des critères, des choses comme ça? Oui, donc typiquement, il y a des localisations typiques, des lésions typiques, et c'est un caractère chronique et récidivant. D'accord. Ces trois éléments sont réunis. D'accord, très bien. Je commence à mieux comprendre. Alors, pour parler de manière plus médicale, on va reprendre les trois critères. On a d'abord les lésions types. Donc, les lésions types vont augmenter au fur et à mesure et vont être différentes. On a plusieurs. On a le nodule profond douloureux, c'est ce qu'on appelle classiquement le furoncle. Ensuite, on a l'absédation, où là il y a l'apparition de pus, c'est très douloureux à ce moment-là. On a ensuite la fibrose avec le trajet fistuleux, vous voyez bien que ça forme des galeries ici. Et ensuite, les cicatrices hypertrophiques fibreuses, où là ça devient très cartonné. Si on veut résumer ces lésions typiques, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, les 4 photos différentes. Le nodule profond, l'absédation, la fibrose et les cicatrices hypertrophiques. Voilà. Le deuxième critère, on va voir maintenant, c'est les localisations. Donc en fait, j'imagine que tout ce que tu as mis en rouge ici, ce sont les localisations typiques de la maladie de Verneuil. Voilà, c'est ça. Donc tu as au niveau des oreilles, au niveau de la nuque et du cou, tout ce qui est à la zone axillaire, sous les bras, la zone mammaire, tout ce qui est sur le sein, sous le sein, entre les seins, la zone du pubis, toute la zone ici, la zone inguinale, et au niveau des fesses, il y a aussi les fesses, le pli interfessier et le coccyx en haut de la fesse. Voilà, ça c'est les localisations typiques. D'accord, donc tu m'avais parlé de 3 critères, donc il reste le dernier, c'est le chronique et récidivant si je me souviens bien.
Donc ça, on a compris, en fait, c'est juste que la maladie revient plusieurs fois. Voilà, t'as tout compris. Je commence vraiment à mieux comprendre, mais alors est-ce que certains patients peuvent avoir des lésions plus importantes que d'autres? Oui, tout à fait. Il y a 3 stades différents dans la maladie et la classification de Harley nous aide à y voir plus clair. Le stade 1, c'est soit des abcès uniques ou multiples, mais pas de trajet fistuleux, pas de communication entre les 2 abcès. Le stade 2, c'est pareil, soit des abcès uniques ou multiples, mais avec une communication entre les abcès, une fistule entre les 2. Et le 3e stade, tout simplement, il y a toute la zone qui est atteinte avec des fistules. Ça, c'est un dessous de bras, par exemple. Donc, si on veut y voir un petit peu plus clair dans ce résumé, le stade 1, ce sont des abcès uniques ou multiples sans fistule et sans processus cicatriciel fibreux, c'est-à-dire que ça ne se rétracte pas. Le stade 2, ce sont des abcès récidivants avec des fistules et des cicatrices hypertrophiques. Et le stade 3, c'est une atteinte diffuse, quasi diffuse, et des fistules interconnectées sur toute la zone du sous-bras. Voilà. D'accord, donc c'est vrai que c'est important ces 3 stades, mais alors quand je vois toutes ces photos, j'imagine qu'il y a des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients. Ah oui, complètement, c'est très dur pour eux. Si tu veux, on va s'asseoir et puis on en parle plus calmement. Alors effectivement, il y a un retentissement très important de cette maladie sur les gens. Tout d'abord, il y a la douleur qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a l'aspect des lésions parce que physiquement, c'est pas joli. Et puis, il y a un suintement. Donc, quand il y a une infection, ça se voit, ça sent mauvais, les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Donc ensuite, les gens vont s'isoler petit à petit, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au travail, que ce soit au niveau des loisirs. Et c'est des gens qui se cachent de plus en plus. En plus, le diagnostic est très long. Parfois, les gens attendent 8 ans à avoir un diagnostic. Et en plus, il y a des erreurs thérapeutiques. C'est-à-dire que le traitement n'est pas adapté à cette maladie. Donc tout ça est très difficile à vivre pour les patients. D'accord, donc je commence à bien comprendre le mécanisme, toutes les graves conséquences que ça peut avoir sur la vie des patients. Et alors, comment vous intervenez, comment vous la soignez, la maladie? Alors tout d'abord, on va essayer de ce qu'on a vu, les facteurs favorisants tout à l'heure. On va essayer de diminuer ces facteurs. Donc il y a, on le rappelle, le tabac, le surpoids, les hormones, mais aussi la fatigue, le stress et la dépression, parce qu'on voit bien que tout ce qui se passe là, ça peut amener à une dépression. Donc on peut mettre en place une prise en charge psychologique et ensuite on va donner des conseils, des mesures hygiéno-diététiques. Donc pour ça, on a ce petit livret ici qui parle de la maladie de Verneuil, qui la définit pour les patients et qui donne tous les conseils utiles. Avec quoi se laver, quel savon utiliser, quel déodorant, comment gérer son poil, puisque la maladie vient du poil. Et enfin, comment s'habiller. C'est vrai qu'il vaut plus privilégier des vêtements amples, souples et en coton plutôt que des vêtements tout serrés qui vont encore augmenter le frottement. D'accord. Et parallèlement à cette réduction de tous les facteurs favorisants, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour les patients? Oui, tout à fait. On peut mettre en place une ALD, affection longue durée. Donc ça, c'est pour une prise en charge des médicaments notamment. Il y a aussi l'allocation d'adultes handicapés, puisqu'il y a des arrêts de travail à répétition. Ça peut passer comme ça avec une explication du médecin. Et ensuite, il y a des aides ménagères qui peuvent être mises en place. Tout ça, ça va les aider un petit peu à se prendre en charge. Et ce qui les aide beaucoup, c'est les associations qui s'occupent de la maladie Verneuil. Il y en a plusieurs. Nous, on travaille beaucoup avec Solidarité Verneuil. Donc, c'est des gens qui connaissent, puisqu'ils sont souvent atteints de la maladie de Verneuil, qui vont donner des trucs et astuces pour s'en sortir dans la vie, qui vont accompagner les patients, venir les voir, les soutenir moralement. D'accord. Et parallèlement à tout ça, vous prescrivez quand même des médicaments, j'imagine? Oui, donc il y a tout un tas de médicaments en fonction de ce qu'ils ont au moment de la maladie, et ça, on va le voir sur le tableau. Très bien. Donc on vient de parler du traitement, on essaye de diminuer les facteurs favorisants, mais on va aussi essayer de donner des traitements qui vont aider les patients. Donc c'est principalement des antibiotiques pour ce qui est du traitement médicamenteux. On a les antibiotiques, ce sont les topiques locaux, les pommades, soit de la clabamycine, soit de l'acide fusidique, qu'on appelle la fusiline. Mais aussi, on peut donner un traitement par la bouche, c'est ce qu'on appelle les antibiotiques systémiques. Soit un antibiotique qu'on va donner au moment des poussées, on va donner de l'augmentin pour calmer, parce que c'est extrêmement douloureux. Soit un traitement de fond qui va essayer de calmer un petit peu cette maladie. Et là, on utilise plusieurs antibiotiques.
D'accord, très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est que toi, tu travailles au bloc opératoire. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, il doit y avoir des actes chirurgicaux qui interviennent. Oui, tout à fait. Et là, je vais te montrer ce qu'on fait au niveau chirurgical. Donc après le traitement antibiotique, il y a le traitement chirurgical ou à la place, ça dépend. Donc le traitement chirurgical, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'incision drainage. Donc ça, c'est quand le patient arrive, qu'il a son abcès, qu'il a horriblement mal, qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y en a qui s'insisent tout seuls d'ailleurs. Et bien on insiste pour faire sortir le pus. Alors il faut passer au bloc pour ça parce qu'autrement les bactéries restent à l'intérieur et ça risque de se réinfecter. Donc en fait, il suffit pas de percer. Non, il faut bien nettoyer. C'est pour ça qu'on incise, on nettoie bien, on fait du lavage et ensuite ça se cicatrise tout seul. C'est juste une incision. Ensuite, vous avez le deroofing. Roof, en anglais, ça veut dire toit. On va simplement, vous voyez, vous avez la lésion là, on va enlever le toit de cette lésion et il va rester le sol de la lésion. C'est tout rouge, bien vascularisé. Ensuite, vous avez l'excision large, donc ça c'est le maximum que l'on fait sur une lésion. On va enlever la totalité de la lésion, donc là ça va correspondre à tout ça. Voilà, vous voyez ici, et on va du coup beaucoup plus profond. Là c'est un dessous de bras. Voilà, ce qu'on fait au bloc opératoire. Très bien, et j'imagine que la cicatrisation derrière doit être difficile quand on voit vraiment tout ce que vous faites. Oui, donc en moyenne il faut compter 2 mois de cicatrisation sur une lésion de Verneuil. Et comment ça cicatrise, ça on en parlera une autre fois, parce que sinon on n'est pas couché.